qui a créé un bel engouement au niveau des téléspectateurs, au niveau de tout le monde. En tout cas, qui a réconcilié, c'est un film, on va le dire, hein, sans faux fuyant, qui a réconcilié les Ivoiriens avec leur cinéma. Chapeau, félicitations. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons l'acte 2 de ce film. Et si Dieu n'existait pas? Le 1 a eu un succès, c'est vrai, mais bon, moi, j'ai aucun mérite. C'est juste que je pense que nous avons eu la grâce d'avoir toute une équipe merveilleuse, le réalisateur, les techniciens et même tous les journalistes qui nous ont aidés à faire la promotion autour de ce film. Et je ne peux que leur dire un grand merci, que Dieu le leur rende au centuple. Moi, je voudrais quand même revenir sur l'intitulé du film. Je veux dire, c'est un intitulé qui choque un peu. Parce que dire « et si Dieu n'existait pas », tout de suite on se dit « ah, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Est-ce qu'ils sont en train de remettre en cause la question de l'existence de Dieu? Ou peut-être on se trompe quand on ne va pas voir le film ?» Alors, c'est vrai que c'est une question à laquelle je peux répondre difficilement parce que je suis le producteur, mais j'ai quand même la chance d'être l'époux de la scénariste, donc je sais un peu pourquoi elle m'a expliqué un peu pourquoi ce titre. C'est juste que ce titre, effectivement, relève la profondeur de ce qu'elle pose comme problématique. Et selon nous, en tant qu'être humain, en tant que citoyen, tout court, d'aller au-delà de ce que nous voyons simplement. Tout à fait. Est-ce que dans le titre, les gens ont pris le temps de regarder que c'est une question en fait qui a un point d'exclamation et un point d'interrogation à la fin, mais qui tout de même sont précédés par des points, par 3 points de suspension. Généralement, quand il y a 3 points de suspension, ça veut dire qu'il y a autre chose après. Alors, est-ce qu'on remet en cause l'existence de Dieu ou pas? Je pense qu'il faut que les gens viennent voir le 2, voilà, pour le comprendre. Il faut simplement comprendre que l'acte 2 va encore dans la profondeur. C'est la même démarche. C'est de dire que, en fait, sans les autres, nous ne sommes rien. C'est de dire tout simplement que ce qui fait que nous sommes des êtres humains et que nous devons pouvoir être bien, c'est juste que nous sommes une créature et que s'il y a une créature, c'est parce qu'il y a un créateur. Best. À quel moment vous avez su que l'enfant était en train d'être atteint d'une maladie grave? Bon, c'est à l'âge de... Il avait 4 mois. Il apprenait à s'asseoir. Et puis bon, il tenait plus son cou balançait. Bon, les femmes du marché m'ont dit que c'est fontanelle. Bon, on n'est pas allé à l'hôpital, on allait voir les femmes là. Comme c'est fontanelle, on a traité, on a fait des mois. En indigénat, c'est ça? En indigénat. Donc, il n'y avait pas eu de suite favorable. Donc, il y a une dame qui a dit, mais cet enfant-là, ce n'est pas traditionnel qui peut guérir. Si tu peux te rendre à l'hôpital, ça va vous faire du bien. Mais il y a d'autres, c'est de l'eau qui est dedans. Je dis, ah, de l'eau. Elle me dit, ah, va à l'hôpital. Ce qu'ils vont te dire là-bas, si c'est l'eau qui est dedans ou bien c'est plaie, on va voir ce qu'on peut faire. C'est comme ça. On a commencé à faire les démarches. Et quand vous avez approché le médecin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, que c'est une maladie de malformation. Qu'on devait faire une opération. Il vous a rassuré? M'a rassuré. L'opération, tout m'a rassuré. En tout cas, ce n'était pas facile. Il y a des gens qui me décourageaient. Je pensais que j'étais la seule. Ben, je le cachais. Il y a le chapeau. C'était plus gros que ça. Il y a les chapeaux des règlements, j'achetais. Les bonnets. Donc, je mettais. Donc, un jour, je l'avais mis au dos, donc les gens les regardaient, puis les gens se moquaient. Et il me dit, mais maman, pourquoi tu me caches? Tu as honte de moi. Enlève. Best. À quand remonte votre peur des statues? Ça a commencé depuis que je suis toute petite. Depuis que je suis toute petite. Toute petite, c'est-à-dire? Vous aviez quel âge? Bon, je me suis rendu compte de cela quand j'avais 8 ans par là. Quand on était petit, puis on travaillait bien à l'école, papa nous prenait, il nous envoyait à Abidjan, on partait à la galerie du parc. Ah, vous étiez à l'intérieur? Oui, on était à Boisseau. Il nous envoyait à la galerie du parc, il nous envoyait dans les grands centres commerciaux. Et puis, un jour, on est passé devant la cathédrale. Puis ça m'a effrayé, pourtant mes petits frères, eux, ils s'amusaient. La cathédrale vous a effrayé ou quoi d'autre? La cathédrale, la statue, le monument. Le monument de la cathédrale. Voilà. Très haut. Voilà. Donc ça m'a effrayé. Et puis, il y a les antennes aussi, les citernes d'eau, les grandes citernes d'eau, les grandes antennes des réseaux aussi m'effrayaient. Mais donc, à Boisseau, vous étiez, il n'y avait pas de statue là-bas, il n'y avait pas de monument? Non, non. D'accord. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas de tout ça.
Donc c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'avais vraiment peur de cela. Je n'en parlais pas. Je n'en parlais pas avant. Je gardais ça pour moi. Mais j'en parlais que quand c'était nécessaire, quand je savais qu'on devait partir quelque part, puis je devais me renseigner pour savoir si dans cet endroit-là, il y a des statues ou pas. Voilà, j'en parlais. Puis c'est ainsi que certains amis ont appris. Mais généralement, je garde ça pour moi. Et puis quand je leur dis de ne pas en parler. Pourquoi? Voilà. Non, parce que j'ai l'habitude de beaucoup me moquer. Vous aviez honte? Ah, d'accord. Je me moque beaucoup des gens. Donc, s'ils ont eu l'occasion de se moquer de moi, ils ne vont pas... Mais est-ce que vous pouvez nous décrire un peu comment se manifeste cette peur quand vous étiez enfant et maintenant? Je veux savoir s'il y a une différence. Non. Il n'y a pas de différence, c'est la même peur, la même grande peur, comme si vous étiez un enfant, comme quand vous étiez... Et avec quelques mots, ça sera peut-être difficile, mais essayez quand même de nous dire ce que vous ressentez, comment est-ce que votre corps se comporte quand vous êtes en face d'une statue. Je suis angoissée, puis je me mets à trembler, limite je pleure même. Puis quand je suis trop proche de la statue, je tue à côté, puis on me force, on m'oblige à rester là pour que ça passe. Ça me ferait, je pleure. Comme la statue qu'elle a là-bas. Mais attends, il n'y a pas de statue ici. Attends, alors, je m'imagine à côté, parce que souvent quand je regarde des films, il y a les films ont fait, les autres sont concentrés sur l'action, mais s'il y a une statue derrière, c'est elle qui attire mon attention, puis je me demande, si je suis là-bas, là, comment ça va se passer? Comment je vais faire? Voilà. D'accord, Jessica. Non, en fait, elle a répondu à ma question. En fait, je voulais juste demander si même en photo, ça lui faisait peur. Donc même en photo. Elle dit film. En photo, je me demande, quand je vois, je me demande si j'étais à côté, comment j'allais réagir. Mais la photo ne peut pas m'effrayer en tant que telle. Mais en fait, je veux savoir, qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez un monument qui est très haut, une statue? Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce qu'elle va s'animer? Est-ce que... Non, je sais pas pourquoi, mais j'ai peur de ça. Best. Il y a même des hommes chauffeurs de taxi qui se font agresser. Et vous, en tant que femme, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous faire agresser par des gens? Oui, 2 fois. Bah, ça c'était dans mes débuts. Ils m'ont demandé tout de suite de donner l'argent. Comme je suis une femme, ils ne vont rien me faire. Ils m'ont dit de ne rien dire. Ils m'ont dit, bon, donne l'argent, on ne va rien te faire. Et puis tu t'en vas, tu ne regardes pas derrière toi. Hein. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. La première fois, c'était à la Palmeraie. La deuxième fois, c'était à Yopougon. Mais ils ne m'ont rien fait. Et vous n'avez pas regardé derrière vous? Non, mais il y a rétroviseur. Toi aussi. Tu n'as pas de cœur. Mais ça ne vous a pas découragé? Non, ça ne m'a pas découragé. Mais ce que je veux savoir, au niveau des hommes, justement, est-ce qu'il n'y a pas certains qui ont peut-être peur de monter et de se faire conduire par une femme? Si, il y a beaucoup d'hommes, que ce soit les femmes. Ah, même les femmes? Ou même les femmes. La plupart, même, c'est les femmes. Et qu'est-ce qu'elles disent? Qu'elles arrêtent, qu'elles me voient. Ça là. Ma camarade va me ça là. Est-ce que c'est pas parler nous braquer matin bonheur? Pardon, faut partir ton taxi. On n'a jamais vu ça ici. Et c'est sûr que ça vous choque? Oui, c'est choquant. Je reste là. Je leur ai dit que non, c'est un taxi. Je fais ce métier, ça fait maintenant 4 ans. Je suis même, bon, ça fait 4 ans. Les hommes me connaissent. Ça fait, venez. Il y a d'autres qui ont pitié. Moi, il y a d'autres là. Elles me regardent même. Elles s'en vont, hein. Maintenant, quand je demande ma voiture, quand je regarde dans le rétroviseur, j'arrête, autre voiture, un monde dedans, ça me fait mal. Ton cœur chaud. Mon cœur chaud, ça choque mon cœur. Oui. Jean-Michel. Alors, votre père, vous avez signalé que votre père était chauffeur. Qu'est-ce qu'il conduisait comme véhicule? Un taxi communal ou un taxi-compteur? Il était chauffeur de gros camions. Ouais. Ah d'accord, c'est différent. Oui, c'est différent. Et dans le même temps, vous avez parlé de la réaction de votre père, qui était très content, oui. Et qui a eu confiance tout de suite en vous. Et en ce qui concerne maman, est-ce qu'elle a... Bon, ma maman, bon, c'est-à-dire que ma famille m'ont tout découragé. Quoi. Ils ont dit que ce n'est pas un travail. Ils disent que ce n'est pas un travail de femme. Donc là, ils ne sont pas pour. Donc là, de chercher autre métier pour faire, que ce n'est pas un travail de femme. Dit, mais aujourd'hui, ça a changé? Ah oui, là, ça a changé. Pourquoi? Tu lui envoies des enveloppes? Voilà, il y a un peu d'enveloppe, donc regardez. Best. Comment est-ce que l'histoire a commencé? Merci. En fait, tout est parti de ma terminale. J'ai arrêté l'école en terminale, j'ai le niveau terminal. J'avais une petite amie à l'école. Vous aviez quel âge? J'avais 21 ans. Ah, d'accord. Voilà. Et qui nous a quittés. Donc, j'ai été un peu découragé, je ne voulais plus continuer les cours. Je me suis dit que tout était perdu.
Donc j'ai renoncé à l'école. Et au niveau familial, tout voilà. allait bien? Non, ça n'allait pas du tout. Il y avait un petit problème de famille aussi. Donc vraiment, j'étais perdu. Un petit problème de famille, de quel ordre? D'ordre financier, je ne sais pas. C'est plus, la famille commençait à se diviser parce que papa était malade, il y avait beaucoup de problèmes. Alors que c'est papa qui nous soutenait. Et donc, je me suis dit, c'est perdu parce que j'allais plus avoir le soutien de papa, alors que si on était tous ensemble, qu'on pouvait convaincre papa pour que je puisse avoir mon restaurant comme il m'avait promis. Voilà. Donc là, vous êtes totalement découragé. Ben, voilà, vous avez l'impression que le ciel vous tombe là-dessus. Voilà. Et donc, je commence à faire... Je me laisse aller, je commence à m'adonner à des petites bêtises, tout ça. C'est quoi, entre autres? Je commence à fumer le joint. Sans blague? Ben oui, je le dis, voilà, parce que c'est un témoignage. Voilà. Les enfants, il ne faut jamais essayer. Justement, voilà, donc je me dis, mais je suis perdu. Et je rencontre certains amis qui m'emmènent... Mais qu'est-ce qui vous a permis de vous rendre compte que vous étiez dans l'erreur? Parce que ce n'est pas toujours facile. Quand on commence, c'est vraiment difficile de pouvoir s'arrêter. Et là, vous êtes découragé parce que vous traversez une période très difficile. Et vous vous adonnez à beaucoup de choses. Vous prenez même des substances, comme vous venez de le dire. Mais qu'est-ce qui crée, on va dire, ce sursaut de conscience, cette prise de conscience, je dis? Il faut dire qu'il y a toujours... Dieu existe en fait. Il y a toujours des personnes par qui Dieu passe. Donc j'ai rencontré quelques personnes qui m'ont... permis de comprendre que ce n'est pas la fin du monde et tout ça, qui m'ont donné des conseils. Et je me suis ressaisi au plus tôt parce qu'ils m'ont aidé à... Ces personnes m'ont aidé à mettre une activité en place. Parce que j'étais depuis tout petit dans la restauration sans le savoir. Et donc, pourquoi vous étiez dans la restauration sans le savoir? Parce que je cuisinais, j'avais la passion. À la maison? À la maison, voilà, je rendais service aussi. Et donc, c'est cette amie-là qui m'a pris chez elle. Et puis, j'ai commencé à faire la cuisine et tout ça. Et qu'elle a découvert mes qualités, elle m'a permis, avec un petit fonds, de commencer mon commerce. Avec des sandwichs, je créais des petits sandwichs, panini, etc. Des sandwichs que tout le monde connaît, hamburger baoulé, comme on dit. C'est vous qui êtes à l'origine? À l'origine, avec mon équipe, bien sûr. Bravo. Oui, on a créé cuisine. Best. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous rapporte? Voilà. Apparemment, vous n'êtes pas juste accro au basket, il y a aussi les bijoux. Voilà. En fait, les bijoux sont les investissements. Parce que quand on dit à un pays riche, on dit c'est des lingots d'or. Fortuné, on dit que c'est placé en lingots d'or. Moi, j'ai préféré mettre chaque bénéfice, je paye de l'or. Chaque bénéfice, je paye de l'or. C'est l'argent en banque, c'est pas perdu. C'est pas perdu. Et parlons d'investissement, vous avez aussi des projets, des réalisations ici chez vous à Abidjan, à Marcory, je veux savoir. Voilà. Comme on dit l'émergence, j'ai préféré apporter ma touche un peu au pays, de faire connaître la culture de la basket à Philo et GM. Et Caro aussi, nous apprendre ça. Oui, bien sûr. Si, c'est important. C'est important. Moi, pour tout dire, j'ai déjà quand même une petite culture déjà c'est bon. Mais déjà, je vais vous solliciter aussi pour que vous soyez mon coach. Ça sera parfait. En basket, là, je suis sûre de ne pas me tromper. Non, en fait, chaque basket a un nom et une histoire. C'est ça le problème, c'est ça la culture de la basket. Mais vous n'avez pas bien compris la question de Philo, c'est-à-dire au-delà de la culture. Est-ce que vous accepteriez quand même que l'équipe puisse choisir quelque part après, voilà, pour le game, quoi. On a déjà commencé à faire nos choix. Ah, vous avez fait vos choix. Non, ça, considérez ça comme c'est mes bébés. C'est-à-dire comme si tu venais chez moi pour m'arracher mon fils, je te dirais non. Ah ouais, je te dirais non. D'accord. Ah ouais, je peux te dire que voilà, au prochain vacances ou voyage, je t'amène une paire. De toutes les façons. Voilà. Juste après l'émission. C'est vrai qu'on les... Philo, fais gaffe. Fais pas ça, Bab. Fais pas ça, gros. Ce sont ces bébés. Là, tu touches là. Ce sont ces bébés, tu touches à ces bébés. On cultive ensemble. On va cultiver. Best. Eh bien, je sais que votre présence à Abidjan n'est pas fortuite parce que on a vu la signature, votre signature sur l'émission Made in Africa. Très, très belle émission. Très belle émission. En tout cas, merci. Je souhaiterais qu'on puisse le féliciter. Bien évidemment, il y a certainement d'autres choses encore à faire ici à Abidjan, n'est-ce pas? Oui, il y a plein de choses. La Côte d'Ivoire est un pays magnifique. Le DG de la RTI, Amadou Bakayoko, a des ambitions formidables pour cette antenne avec des programmes comme le vôtre, beaucoup de programmes, des nouveaux magazines, des fictions.
Et nous avons effectivement le grand honneur de coproduire avec la RTI le nouveau magazine économique Made in Africa, qui est diffusé chaque premier jeudi de chaque mois, et présenté par la star de la RTI, Ali Diarra Souba. Voilà. Et, en tout cas, chapeau. Voilà, et donc c'est un magazine un peu comme je l'avais fait à l'époque avec Capital, qui veut raconter les histoires de l'économie, les success stories des entrepreneurs, tout à fait. Les coulisses de l'économie de marché, justement, de la consommation. J'avais quand même vu des similitudes au voilà. niveau. Mais c'est pour ça, nous travaillons avec la RTI pour faire de ce magazine un magazine très populaire auprès du public, qui peut intéresser les jeunes, les cadres, les actifs, pour voir quelles sont les opportunités de business, pour créer des entreprises, comment comprendre les mécanismes de la consommation. Et je pense que ce sont des sujets qui passionnent le public. Tout à fait. Dans un pays émergent comme la Côte d'Ivoire, sur le continent africain, où il y a beaucoup de choses à faire, une population jeune, beaucoup d'entreprises qui vont se créer, une croissance forte qui va arriver, il y a la volonté de faire de la pédagogie pour raconter ces histoires, pour qu'on puisse bien comprendre les clés de l'économie. Et je pense que Made in Africa est promis à un grand succès. Tout à fait. En dehors de l'économie dont vous parlez, je veux dire, qu'est-ce qui justifie le fait que vos différentes émissions, vos différentes productions connaissent ces succès ? 7 à 8, Capital dont vous parlez, écoutez, et bientôt Made in Africa. J'ai la chance de travailler avec des journalistes talentueux que je choisis et je crois qu'aujourd'hui, c'est un métier formidable de pouvoir raconter des histoires. Je crois qu'un des succès, c'est parce que nous aimons raconter des histoires qui vont intéresser le public, que ce soit les histoires de l'économie avec Made in Africa ou Capital, que ce soit des histoires sur des tas de sujets avec 7 à 8, où nous racontons des faits divers, des histoires internationales, des sujets de découverte. Je crois qu'il faut raconter des histoires qui vont intéresser le public, et bien les raconter avec une volonté de pédagogie pour qu'on apprenne des choses. Le public, il a envie de découvrir des choses qui vont lui faire mieux connaître le monde dans lequel on vit. Donc les gens ont toujours envie d'apprendre des choses sans s'ennuyer. Et ça, c'est un peu mon leitmotiv. Apprendre des choses sans s'ennuyer. Et je vais passer à une autre question, parce que dans l'une de vos interviews, je vous ai entendu dire que vous gardez les propos de Jean Drucker sur M6 qui disait l'image d'aujourd'hui, c'est l'audience de demain. Oui, c'est très vrai ce que vous dites. Jean Drucker, qui était le président d'M6, m'avait toujours dit, au début de Capital, c'est une émission qui a une très bonne image parce qu'elle apporte quelque chose de nouveau, d'original, de créatif et de très qualitatif. Et je crois qu'il faut toujours être ambitieux pour faire des programmes de qualité qui ont une bonne image. Parce que s'ils ont une bonne image, les gens vont en parler en disant « Tiens, tu as vu ça, tu as vu Made in Africa, c'est nouveau, c'est intéressant. » Et les gens en parlent. Et plus ils en parlent, plus ils regardent. Et l'audience vient avec la qualité. Donc il faut toujours investir sur la qualité. Et c'est ce qu'on essaie de faire Absolument. Au niveau de cette émission, parce que absolument. Et la RTI a votre directeur général et toutes les équipes ont de grandes ambitions pour la RTI. Je crois que vous êtes en Côte d'Ivoire dans un paysage où il va y avoir de nouvelles chaînes de télévision qui vont arriver. Et donc c'est très important, effectivement, de chercher toujours à faire de la qualité et de toucher, d'intéresser le public. Ça peut être des magazines, ça peut être aussi de la fiction. Best. Je me suis fait repérer par un club au Maroc. Le début, c'était pas facile. Donc, c'était quoi la difficulté? Comme j'ai dit, la difficulté, c'est en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pas facile. Les clubs ici, ça paye pas bien et tout. Donc, il fallait. Ça va venir. Voilà. Il faut garder espoir. Ça viendra. Il fallait forcément aller voir ailleurs. Voilà, donc, Dieu merci, Dieu m'a donné l'opportunité d'être appelé à Sanya d'Agadi. Et vous avez eu gain de cause? Oui, bien sûr, parce que je suis allé à Agadi. Voilà, donc là-bas aussi. En 28 matchs, vous marquez 15 buts. Oui. Ouais, j'ai fait une saison entière. La première année, j'ai fait une saison entière, j'ai marqué 7 buts. C'était l'intégration et tout. Il fallait t'intégrer à l'équipe. Voilà, donc j'ai fait une saison entière, j'ai marqué 7 buts. Et la saison qui a suivi, j'ai fait une demi-saison, mais j'ai marqué 9 buts. Voilà, en ce moment. J'étais meilleur buteur de ce championnat en ce moment. Donc j'ai été encore repéré. Voilà, moi je dis pas dans les clubs. C'était quoi votre club au Maroc? Sanya d'Agadi. D'accord. Ouais, Sanya d'Agadi. Et voilà, donc j'ai été repéré par les Suisses. Les Suisses qui sont venus me prendre avec le club marocain. Et vous n'avez pas hésité, vous n'avez pas dit non, ça se passe très bien ici, j'ai eu gain de cause. Voilà, il faut aller voilà, doucement, voilà. Et vous avez gravi les échelons. Voilà, doucement, voilà. Donc, tu joues dans un club et on te paye 5 000. Et si un club te propose 6 000, tu peux aller.
Voilà, c'est comme ça. Donc il fallait aller un peu. Et parlant d'argent, combien vous étiez payé au Maroc? Là, c'est la totale, je ne suis même Non, pas parce sûre. que de plus en plus de jeunes footballeurs ivoiriens rêvent d'aller vers le Maroc, la Tunisie. Il y a cette aspiration-là avant de pouvoir forcément, débarquer sur le continent européen. En fait, quand je suis allé au Maroc, j'avais des propositions ici en Côte d'Ivoire qui étaient mieux que le Maroc. Voilà, il y a l'Africain qui me voulait, il y a l'Africain qui me voulait en ce moment. Avec un meilleur salaire? Oui, oui. Et j'ai décidé d'aller au Maroc parce que là-bas, c'est plus proche de l'Europe. Je pourrais, je pourrais être vu et tout, et tranquille, jouer au football et puis voilà, évoluer. Parce que si je restais ici, je prends cet argent et peut-être que voilà, je n'ai jamais allé en Europe. Best. Toujours sur l'écran, on a retrouvé pour vous Alissar qui se cache dans le clip de Serge Beno et Shadow Chris. Elle a changé de look, mais moi j'arrive quand même à la retrouver. On regarde. C'est la Benomania. Shadow Chris Beat. Team Shadow Boss Player. On n'est pas petit, on est gaillard. On règne depuis les Mayas. Ce qui compte, c'est le bara. En toute chose, faut être cara. On fait des trucs de malade. Et quand ton esprit se balade, entre l'ennui et le palabre. On est au Best. Les danses que vous pratiquez, surtout en Côte d'Ivoire. En fait, il y a le glas aussi, le masque. Vous dansez le masque? Non, je ne peux pas danser le masque là. Voilà, parce que je vais ça. Je danse la danse en ballet, mais pas le masque. Parce que justement, en Afrique, il y a des danses sacrées. Il y a des danses qui nécessitent une initiation. Est-ce qu'il vous arrive parfois quand même d'aller vous initier pour pratiquer une danse? Non, mais moi, je ne peux pas être initiée pour danser un masque. C'est pas n'importe qui. Même les gens qui dansent dans les ballets, c'est pas tout le monde qui danse les masques sacrés. Ça, c'est au village, tout ça. Maintenant, ça a été un peu... Dans les ballets, on danse. Même les femmes, elles voient ça dans le spectacle. Tout le monde voit ça. Même des choses qu'à la base, peut-être, certaines femmes ou quoi ne devaient pas voir. En ballet, ça a été un peu... En ballet, ça a été un peu transformé, oui. C'est plus vraiment ce qu'on fait au village. Donc maintenant, n'importe qui, bon, même on voit les masques Zaouli en spectacle, les masques Sapro, tout ça. C'est plus une démonstration. Alors, moi, je ne peux pas danser ça. Vous avez découvert la danse africaine en France. Comment est-ce que vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, en fait? Pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire? Parce qu'il y a beaucoup de pays africains. Et quand vous êtes arrivé... je suppose que vous êtes perfectionné. Puisqu'elle est aujourd'hui prof de danse. Oui, voilà. Vous êtes allé à l'intérieur du pays. Comment est-ce que ça s'est passé, enfin, côté découverte culturelle? Bon, alors, je faisais déjà la danse ivoirienne en France. Et c'était quoi précisément comme danse? Quand on parle de danse ivoirienne, il y en a beaucoup. Il y a le bébé, il y a le djemé, il y a le kouroubi. Bon, beaucoup de danse, mais surtout en ballet. Tout ce qui est individuel, bébé, glas, ça, j'ai appris ça ici en Côte d'Ivoire. Voilà, parce que c'est ce que je dis souvent, les profs là-bas n'osent pas trop enseigner ce genre de danse parce qu'ils pensent que c'est trop difficile pour les Européens, pour les Occidentaux. Donc, ils prennent les choses un peu plus simples ou même, voire même les danses thématées, tout ça, ils simplifient beaucoup. Voilà, ils simplifient. Donc, moi, j'étais déjà plus dans ça. J'étais dans une compagnie, donc on faisait des vrais ballets de professionnels, mais tout ce qui est individuel, bébé, j'ai appris ça ici. Voilà, maintenant, c'est en 2012 que je suis venue pour la première fois en Côte d'Ivoire. Donc, jusque-là, j'étais déjà professeure là-bas. Est-ce que c'est la danse qui vous a attiré ici en Côte d'Ivoire ou c'est autre chose? C'est mon ex-mari qui m'a fait venir en premier en Côte d'Ivoire. Maintenant, moi, je venais en grande partie, oui, mais je venais quand même en grande partie pour la danse parce que, voilà, c'est... Mais j'ai toujours rêvé d'aller en Afrique. Maintenant, c'est vrai que la danse ivoirienne me correspond beaucoup mieux pour répondre à votre question. Donc, physiquement, bon, au niveau de plein de choses, ça me correspond mieux. Donc, je me suis retrouvée en Côte d'Ivoire, voilà, parce que la danse ivoirienne et je sais que correspond mieux. Vous avez un faible pour la danse bébé. Qu'est-ce que vous y trouvez? Bon, c'est l'échange, vraiment l'échange qu'il y a entre le percussionniste et le danseur. Voilà, la communication que je trouve qu'il n'y a pas dans toutes les autres danses. Voilà, les codes, c'est très codé. Voilà, ça me passionne. Best. Best.
le public qui commande. Allez-y, juste quelques petites secondes. Alors, donc, vous chargerez de décrire ce qui se passe à la place d'Ichibi. Actuellement, nous assistons à une exécution de Bofapwen, les coins de base, les positions de base. Voilà. À la suite, vous assistez là, technique de clé, exécutée par deux personnes. Ensuite, technique de batte, technique de projection. Oh là là, il vit encore. Il n'est pas blessé. Exécuté par Ahmed Cissé. Je vous signale que le point de Kido. Merci bien. Ensuite, technique de son de motte. Merci bien. Merci bien. Technique de coup de pied exécuté par Modeste. Merci bien, Modeste. Merci bien. Merci, c'est gentil. Best. Oui, Ami, n'oublie pas de me ramener du beurre de karité du Burkina, hein. Tu n'as pas quoi? Oh, ma chérie, si c'est pour l'argent, ne t'inquiète pas. Je t'enverrai ça par mon Move Money. Avec Move Money, envoyez et recevez de l'argent du Burkina Faso, Bénin, Niger, Togo et même la France. Tapez étoile 155, étoile 1, étoile 3, dièse. Move Money, là, c'est quand tu veux et où tu veux. C'est encore mieux avec Move Money. Move.